Bien, bonjour et bienvenue pour cette rencontre autour de la mer. Alors, il ne vous a pas échappé que cette manifestation, c'est la 30e Comédie du Livre, qu'elle est organisée par la mairie de Montpellier, qu'elle le fait avec le soutien de l'association Cœur de Livre, qui est l'association des libraires de Montpellier. Et cette rencontre vous est proposée par la librairie des 5 continents, qui est une librairie de voyage. C'est la déclaration obligée qu'à chaque rencontre, donc je m'y soumets. Donc nous avons aujourd'hui... Alors je viens de me rendre compte que dans le programme, il était indiqué que parmi les invités, il devait y avoir Géraldine Danon et Philippe Poupon. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore, depuis un certain temps, malgré tout, on sait qu'ils ne devaient pas venir. Voilà. Alors je regrette qu'on ne vous en ait pas averti pour ceux qui venaient spécialement pour ces deux auteurs. Mais il nous reste quand même du grain à moudre, si je puis dire, puisque donc, pour commencer à ma gauche, donc Corinne Villetrouvé, qui a participé, je ne sais pas très bien comment dire, qui a participé, qui a inspiré, qui est ce livre d'Alain Kalita, qui est à sa gauche également, Elle rêve avec moi, et qui est publié aux éditions Magellan. Et puis, nous avons Vincent Hilaire, photographe, auteur, on va dire de manière plus générale, avec ce voyage autour du pôle à bord de Tara. On vous expliquera tout à l'heure, pour ceux qui ne le sauraient pas, quel est ce bateau, qui est publié chez Hachette. Alors, on va commencer par le plus petit, avec ce titre un peu énigmatique quand même, Elle rêve avec moi, Alain Kalita. Énigmatique parce que j'ai d'abord navigué seul, donc j'ai rêvé déjà de la mer, du voyage, des bateaux. J'ai construit mon bateau parce que j'avais ce rêve depuis j'avais 6 ans de naviguer, enfin d'un jour de pouvoir avoir un voilier. Et puis mes lectures qui ont suivi sur des navigateurs, bon maintenant qui sont des vieux navigateurs. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens, s'ils s'intéressent à la voile, le connaissent, c'est Bernard Moitessier qui m'a donné envie de faire un tour du monde sans escale. Et donc j'avais tout ce temps, j'étais seul dans la construction, seul dans le projet de faire un tour du monde sans escale. Et donc après multiples péripéties, j'y suis arrivé, on va dire. Et donc il y a quelques années maintenant, donc il y a 19 ans quand même, donc mon tour du monde avait donné sujet à faire un reportage dans le magazine Thalassa. C'était en 1996, à la veille du départ du Vendée Globe, où il mettait en parallèle les coureurs professionnels avec les sponsors et un petit gars à l'époque, bon j'ai vieilli un peu depuis, mais qui, avec peu de moyens, avec ses mains, fabrique son bateau sans l'aide de personne et fait le même voyage. Bon, sauf qu'au milieu du voyage, dans une tempête, le bateau s'est retourné, il était complètement détruit, il est resté à l'envers 40 minutes avec de l'eau qui à un certain moment est arrivée à la taille, et donc pour moi la vie allait s'arrêter là, dont le titre de mon premier livre qui s'appelait « Je suis né 2 fois ». Et donc j'ai réparé mon bateau en Nouvelle-Zélande et j'ai fini le voyage jusqu'en France, en passant par le Cap Horn. Et à la fin du reportage de Thalassa, c'est pour arriver à Corinne, donc je dis « Je suis né 2 fois ». Et donc la deuxième fois, on devine, c'est dans le sud, là, quand le bateau est à l'envers et je suis dans l'eau. Et donc je suis né 2 fois, la première fois le 13 mai 1963. Et moi, je regardais le reportage Thalassa à ce moment-là, et c'est également ma date de naissance, le 13 mai 1963. Donc quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a fait quelque chose, et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je lui écrive. Donc je lui ai écrit, et il m'a répondu. On s'est écrit pendant 6 mois, il n'y avait pas d'email à l'époque. Et ensuite, on s'est téléphoné, et il m'a invité ensuite à venir voir son bateau à Fécamp. Donc je suis allée le voir, on s'est vu et revu, et depuis on est ensemble, ça fait 18 ans. Et de là le titre, Elle rêve avec moi, parce que maintenant elle rêve avec moi, alors qu'avant je rêvais seul. Seul à rêver, voilà. Alors ce livre, c'est un récit de voyage
Donc le premier que vous faites tous les deux. Et alors je me disais, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire ce livre? Ah, bah parce que ça prend énormément de temps à écrire. Enfin, pour ma part, pour notre part, c'est pas quelque chose de facile. Mon premier livre, j'avais mis une année entière en travaillant tous les jours à l'écrire, mais je dirais que c'était presque plus facile, que ça racontait une histoire de vouloir faire un voyage et puis de le réaliser, donc c'était presque assez simple. Alors que là, c'est un mélange de beaucoup de choses, de plein de choses qui se sont passées dans la vie, d'une rencontre, une rencontre avec des gens autour du monde, des escales un peu éloignées des lieux classiques de voyage en voilier. Et puis pour essayer de lier tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc ça nous a pris des années et des années. Et puis il y a eu, comme je le dis au début, ça a été difficile. Parfois je pensais laisser tomber. Et puis Corinne, à chaque fois, me remettait sur les rails pour reprendre la route. Alors il faut dire que donc, le récit de voyage lui-même est parsemé, on va dire, et rythmé un peu par des poèmes donc, que vous avez écrits, vous. En fait, j'écrivais des poèmes avant de l'avoir rencontré. Il m'avait tellement inspiré dans son reportage que j'avais d'ailleurs enregistré et je me le repassais maintes et maintes fois. Et il m'inspirait tellement que j'écrivais des poèmes rien que pour lui. C'était la première fois que j'écrivais des poèmes. Et donc certains, la plupart d'ailleurs, qui sont dans le livre, ont été écrits avant qu'on se rencontre. Et ils font l'introduction parce qu'ils se lient avec les chapitres. Et c'est comme si j'avais déjà imaginé notre futur ensemble. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors, vous n'étiez pas accoutumé à la mer. Pas du tout. J'étais totalement novice de la mer. J'ai tout appris à bord. Il m'a tout appris. Ça a été difficile d'ailleurs au départ. Partir comme ça avec un amateur, en l'occurrence une amatrice, il y a un risque, non? Ou pas? J'avais une entière confiance en lui par rapport à ce que j'avais vu dans ce reportage qu'il avait fait tout seul et qu'il s'en était très bien sorti. Donc je me disais qu'il n'y aurait pas de problème. Partir avec quelqu'un qui connaît rien, c'est au départ, je veux dire qu'il connaît rien au départ, il suffit de naviguer comme si on était seul. Bien que j'ai souvent senti que c'était plus difficile d'être à deux, parce que je me sentais responsable de Corinne aussi. Et surtout que les débuts ont été difficiles et puis j'avais pas choisi une route facile. On aurait pu faire un tour du monde par les Alizés et j'ai emmené Corinne qui connaissait rien. On avait fait quelques tours devant Fécamp en Normandie et puis on est parti tout de suite dans les mers du Sud vers les 40e en direction de l'île Saint-Paul. C'est des routes qui sont un petit peu compliquées, mais peut-être que je ne me rendais pas trop compte. Ça a été dur pour elle, mais elle a persisté. Et puis après, il y a eu un moment où c'était bon. Mais je sais qu'il est arrivé, parfois je la voyais faire le point le soir, et puis on avançait que de 40 000. Enfin, ça fait pas beaucoup pour les gens. Et il y avait une larme qui coulait sur... Je voyais ça, une larme qui coulait sur... Parce que ça avançait pas, quoi. Alors, il y a des récits de tempêtes qui sont assez terribles, quand même. Pourquoi avoir choisi cette route-là? On n'a pas choisi les tempêtes. J'ai pas de plaisir en spécial dans la tempête. C'est que pour aller vers ces lieux, il y a ces mers. Donc, forcément, il y a des moments où la mer se fâche parce que c'est des régions où il y a des tempêtes. Mais on ne cherche pas la tempête, on cherche les lieux qui se trouvent au niveau où il y a les tempêtes. Ouais, donc ça arrive. Mais c'est pas non plus... Ça arrive quelques fois, mais sur tout un voyage, c'est pas des jours et des jours non plus. Mais bon, quand ça arrive, on aimerait bien... C'est dur quand même. Hein, on aimerait bien être dans le métro à ce moment-là. Et quand on est dans le métro, on se dit qu'en fait, non, il vaut mieux vivre le voyage. D'ailleurs, vous dites, dans des moments comme ça, je pense à être au coin du feu, devant une cheminée, tranquille. Ah, ça c'est le truc classique qui m'arrive, c'est quand il fait mauvais et qu'on est en fuite, c'est-à-dire il y a beaucoup de vent et le bateau est poussé par le vent, puis il faut être un petit peu à la barre pour que le bateau aille dans la bonne direction, qu'il ne parte pas d'un côté ni de l'autre. Et dans ces cas-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que ce serait mieux devant une cheminée, tranquille.
Et puis après, il arrive un moment. Mais les premières fois, peut-être, on se dit vraiment ça honnêtement. Et après, quand on se dit, mais je serais mieux devant une cheminée, on se dit, c'est pas vrai. C'est comme un ivrogne qui vous dit, je boirai plus jamais. En fait, quand on a dessoulé de la tempête, on repart. Alors, au milieu du livre, il y a un cahier de photographie où l'on vous voit en pleine action et notamment les rencontres que vous faites et qui sont apparemment extrêmement passionnantes. Ben, les lieux sont difficiles à atteindre, mais comme ils sont difficiles à atteindre, il y a moins de gens qui y vont. Et du coup, ben, quand on y arrive, alors à part des lieux où il y a juste des animaux, mais sinon sur certaines îles qui sont tellement à l'écart des routes classiques, quand on arrive, ben, forcément on est vu, on est mieux accueilli qu'à un endroit où vous allez avoir 15 voiliers qui vont passer, et ça fait presque envahisseur. Alors que là, c'est le côté... ah ben, c'est un visiteur, on va vers lui. Et donc du coup, les contacts sont beaucoup plus faciles et c'est beaucoup plus chaleureux. Il y a un endroit là où même les douaniers, il y a des douaniers, ils insistent pour que vous accostiez alors que vous ne le souhaitez pas parce qu'ils voient tellement peu de gens passer que... Alors c'est l'île de Trindade qui est au large du Brésil. Oui, c'est une toute petite île, mais il n'y a pas vraiment de bon mouillage. La houle fait le tour de l'île et donc ça déferle partout. Et on est resté 3 jours près de cette île, en mouillant assez loin de la côte, en changeant d'endroit. Et puis on en avait marre, on se dit bon, on s'en va, et on repasse devant ce qu'on peut appeler le village, mais c'est là-bas, c'est que des militaires. Et on leur dit bon bah on vous dit au revoir. Et puis non, ils ont insisté, mais non, venez, on va vous aider pour débarquer et tout. Et donc bon, et puis Corinne, je voyais qu'elle avait envie de débarquer un peu. Donc ben, c'était vrai, ils sont rentrés dans l'eau jusqu'à la taille, là, puis ils nous attendaient, on est arrivé avec le Zodiac, enfin à la rame, hop, on a surfé sur une vague et paf, ils nous ont rattrapés. Et donc on est resté à terre que 2 heures, je sais pas, 3 heures, mais c'était chaleureux, voilà, c'était une rencontre chaleureuse. Pour eux, c'était la fête. Bah oui, parce qu'ils voient pas énormément de bateaux passer. Alors, lorsque vous partez, je suppose qu'il y a un tas de préparatifs, et j'ai lu que vous étiez chargé de la subsistance. Donc, d'une part, vous faites des modifications dans le bateau parce qu'il n'est pas équipé. Pour vous, on ne peut pas faire de la cuisine tel qu'il est. Donc, il y a plusieurs mois de transformation. Et puis, vous emportez, je crois, 18 mois de provisions. Non, pas tant que ça. Pas tant. Non, pas tant. Je me souviens plus du chiffre. Non, c'est une dizaine de mois. Oui. Oui, il y a beaucoup de coffres à bord, on ne se rend pas compte, mais c'est impressionnant tout ce qu'on peut caser, entasser, bien rangé, bien calé. On peut faire beaucoup de provisions. Oui. On a également un coffre à gaz qu'il a aménagé avant de partir de France. Donc il y a la place à 3 grosses bouteilles de 13 kilos. Donc avec ça, on est tranquille. Parce qu'avant, quand je naviguais tout seul, j'avais un réchaud et je foutais une boîte dans une gamelle d'eau et je faisais réchauffer. Quand Corinne allait arriver à voir, elle a dit qu'est-ce que je fasse avec ce truc. Donc il faut remplacer par une cuisinière. Elle dit si tu veux, je veux faire des gâteaux, du pain. Elle dit on ne peut pas se contenter du petit réchaud. Donc on a acheté une cuisinière. Les gâteaux sont très importants. Ça revient très souvent. L'odeur des gâteaux. Ben, c'est des souvenirs après, c'est certains. Mais bon, des gâteaux, en fait, là, on s'imagine des trucs extraordinaires. Quand on est en mer pendant des semaines, simplement du riz au lait, l'odeur du riz au lait dans le bateau, c'est un truc formidable. Et donc, ça ramène des images d'enfance quand ma mère faisait du riz au lait et que mon oncle était là et qu'il aimait ça aussi et que c'était quelque chose de familial et chaleureux. Voilà, c'est des petits moments comme ça. Alors, parmi tous les endroits où vous vous êtes arrêté, puisqu'il y a des moments où vous faites escale et vous arrêtez un petit peu longuement, quel est l'endroit qui vous a le plus surpris, étonné ? Qui nous a le plus plu ? Si vous voulez. Alors, je vais laisser à Corinne la deuxième, parce qu'il y en a 2, c'est 2 endroits où elle a pleuré en partant. Donc, alors, le premier, c'est l'île Saint-Paul, c'est une petite île française qui est inhabitée et qui se trouve entre la Réunion et les îles Kerguelen. Et c'est un petit volcan qui fait 7 km².
mais qui est effondré d'un côté. Et on peut entrer avec un petit bateau. Il n'y a pas beaucoup d'eau à l'entrée, mais on peut entrer avec un petit bateau. Et puis une fois qu'on est à l'intérieur, enfin pour nous, ça a été le paradis. On devait y être, on pensait rester 1 semaine, 2 semaines peut-être. Puis en fait, on y restait 3 mois. Et donc là, c'est des animaux partout et de vivre. En fait, on vivait à 2 dans un lieu magique. L'Éden, en quelque sorte. Oui, bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres pour cueillir des fruits. Parce que c'est une région où il n'y a pas d'arbres, justement, il n'y a que de l'herbe. Donc, mais c'est un petit peu ça, ouais. Et la deuxième, alors, là, c'est complètement différent. La deuxième escale, c'est Tapité. C'est une île habitée, une île française, puisqu'elle fait partie de la Polynésie française. C'est l'île de Rapa, qui est la plus au sud de la Polynésie française. Et donc, elle est habitée. Il y a environ 500 habitants. Mais ils voient tellement peu de gens passer, parce qu'il n'y a pas d'aéroport. L'île est ravitaillée seulement tous les 2 mois. Et donc, quand il y a un voilier qui s'y arrête, ben, il est forcément bien accueilli également. Donc, on y est resté plusieurs mois. On a participé à la vie locale, on va dire. On est allé pêcher avec les gens, on est allé cueillir le café. Enfin, on fait vite partie de la famille. Ils nous acceptent. Et comme on s'installerait pas pour y rester, mais on est des voyageurs de passage. Mais ils apprécient que l'on ait envie de partager leur vie. Et donc, c'est formidable. Et le truc émouvant, c'est en partant. En partant. C'est plus ça. En partant, vous avez les personnes avec qui vous avez fait plein de choses pendant les mois où vous étiez là, qui sont là sur le quai avec des colliers, ils vous mettent les colliers autour du cou, vous avez la gorge serrée, vous pouvez à peine dire merci et au revoir. Il y a plein de fruits sur le bateau. Et bon, alors on se rend compte à ce moment-là, on dit bah voilà, c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Et au bout de 2 mois, et ben il y a quelque chose qui est passé. Et ils sont là et ils sont aussi émus que nous de nous voir partir. Donc voilà, c'était le 2e endroit magique de notre voyage. Alors il y a eu plein d'autres lieux, mais disons que ceux-là ont été les plus forts. Et d'ailleurs, c'était tellement magique qu'on y est retourné une 2e fois. Et quand on y est retourné, on était à nouveau accueillis bras ouverts, comme si on était des membres de la famille, en fait. Et c'est formidable. Pourtant, il y a des années qui étaient passées. Ouais. Donc nous, on s'imaginait que les gens nous avaient un petit peu oubliés. Et on est arrivé au quai le matin, de bonne heure. Et tout de suite, une voiture qui est venue, hop, qui nous a apporté ce qu'ils appellent des free, c'est des beignets sucrés. Et puis après, on allait vers le village à pied. Et ça avait déjà fait le tour de l'île qu'on était arrivé. Et les personnes avec qui on avait vraiment... on a eu beaucoup d'affinités, donc 6 ans plus tôt, sont arrivés, mais ils avaient les bras ouverts, un sourire énorme et tout. Et on se dit, mais c'est formidable, des personnes. C'était la fête. C'est ça le voyage, je voulais dire. Voilà, la beauté du voyage, c'est des moments comme ça. Alors, sans vouloir mettre une note de pessimisme, comment, je suppose que ces gens que vous avez rencontrés sont protégés en quelque sorte par la difficulté de les atteindre, et le livre en est la preuve, mais comment est-ce que vous avez, appréhendé cet univers dans lequel ils vivent, et est-ce que dans le futur, on aura le même type de rencontre possible, ou est-ce que les choses ne sont pas en train de changer ? Les choses changent forcément, parce que même dans les lieux perdus, en ce moment, on était en Patagonie encore samedi dernier, même dans des lieux isolés, comme la Patagonie, il y a des villages à certains endroits, et dans les villages, il y a Internet. À Rapa, il y a Internet. Donc les gens, ils ont une vision qui est... Ils n'ont pas exactement la réalité des choses. Ils ont ce qu'ils voient sur les images d'Internet ou par la télévision. Quand on est arrivé la première fois, la télé arrivait sur cette île à Rapa. Quand on est passé la première fois. Et maintenant, vous pouvez envoyer un email comme vous envoyez à n'importe qui. Partout maintenant, oui, il y a des téléphones portables et Internet. Oui. Donc forcément que ça change. Quand vous vivez dans un lieu, vos parents ont vécu là, vos grands-parents, et puis c'est une espèce de continuité normale. Et là, vous vous rendez compte qu'ailleurs, il y a ce qui vous fait, on vous fait miroiter qu'il y a plein de belles choses ailleurs, et forcément qu'il y a plein de jeunes qui vont vouloir quitter cette île pour aller voir ailleurs ce qu'il peut y avoir de plus beau. Mais on en a rencontré
donc c'était pas encore, l'internet n'était pas encore à fond, qui sont partis de l'île et au bout d'un moment ils y sont revenus quand même. Parce qu'ils ont été goûtés, on va dire, à toute cette modernité, et ils se sont rendus compte que bon, il y avait plein de belles choses, mais c'était beaucoup d'artifices souvent, et que ils préféraient retourner à leur vie simple, et puis là où ils étaient heureux. Donc je ne pourrais pas dire exactement ce qui va se passer en gros, mais je pense que ça va être un mélange de tout ça, quoi. Il y aura forcément des gens qui vont partir, il y en a qui vont revenir, mais évidemment que ça évolue. Ça ne pourra pas rester tel qu'on l'a connu la première fois où on est passé. Alors on va aborder l'autre livre et puis ensuite on livrera nos écrivains à vos questions. Alors Vincent Hilaire, vous êtes photographe, mais vous ne l'êtes pas depuis toujours. Il y a eu un déclic, il y a eu un moment où vous l'êtes devenu vraiment de manière déterminée. Quelle est l'origine de ce livre? Pourquoi vous avez embarqué à bord de Tara, sachant que vous n'avez assuré qu'une partie du voyage? Oui. En fait, moi j'ai commencé à travailler pour Tara Expédition il y a 8 ans déjà. Ça c'est ma 4e mission, donc il y en a eu 3 autres avant. La première c'était un hivernage polaire dans la dérive arctique de Tara qui a duré 1 an et demi. Donc le voilier, puisque c'est aussi un voilier, avait été mis volontairement dans la glace et il a cette capacité à dériver avec le pack de glace puisqu'il a une forme de coque très particulière en forme de noyau d'olive qui lui permet d'échapper aux mâchoires de la banquise. Donc ça a été ma première mission. C'était une grande aventure avec un ami commun, Samuel Audrin et Marion Lauters, parce que c'est un petit monde, on se connaît un peu tous. Et donc voilà, là c'est vraiment, c'était déjà une première barre assez haute dans les aventures qu'on peut vivre avec Tara, puisque dans un hivernage, quand on est au pôle Nord, pendant à peu près 3 mois et demi, il fait nuit en fait, tous les jours. Et donc les seuls jours où il fait à peu près clair, c'est les jours de pleine lune en fait. Donc là, ça éclaire la banquise, c'est vraiment très beau. Donc ça a été la première aventure. Et puis après, il y en a une deuxième à peu près 3 ans après, parce qu'à l'époque, moi j'étais encore reporter à France 3, rédacteur en chef à France 3. Et donc j'ai eu la chance de repartir dans l'expédition scientifique suivante, où on avait commencé cette pêche planétaire du plancton, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de résultats scientifiques qui ont été publiés la semaine dernière. Donc là, j'ai eu la chance d'aller en Antarctique. Donc on a fait toute une campagne en mer de Weddell, qui est la mer qui est, quand on regarde le nord, qui est à l'est de la péninsule antarctique. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Et après, il y a eu encore un autre embarquement sur cette expédition Tara Océan. Et enfin, on a fini cette pêche du plancton. Avec cette expédition-là, on a réussi en 6 mois à faire le tour du pôle Nord par les 2 passages, ce qui sera malheureusement de plus en plus courant parce que régulièrement, on bat des records de fonte en été de la banquise, et donc c'est ce qui rend possible le fait d'enchaîner dans une même saison en été le passage par ces deux endroits, ces 2 caps. C'est un cap d'un côté en Russie, mais de l'autre côté c'est vraiment un labyrinthe. Détroit, oui. Voilà. Et donc cet embarquement dans cette dernière expédition, on a fait le tour de l'Arctique, m'a inspiré ce livre que j'ai fait en revenant, parce que à bord du bateau, en fait, moi mon métier c'est de raconter le quotidien des expéditions. Donc je fais des photos, des textes, des vidéos, j'envoie tout ce matériel, disons, par satellite pour alimenter le site internet de Tara Expédition et les partenaires comme Thalassa, comme lemonde.fr par exemple, enfin tous les partenariats qui sont noués avec Tara. Et ensuite en revenant, je fais souvent des livres, c'est mon 2e, des expositions photos, etc. Alors, avant d'entrer dans le livre proprement dit, qu'est-ce que c'est Tara? Je pense qu'il y a, pour beaucoup de gens, c'est pas connu. Tara, ça va parler peut-être pas mal aux gens d'ici si je dis que c'est l'ex-Antarctica. Donc c'est le premier propriétaire et constructeur de ce bateau, c'est Jean-Louis Etienne. Donc il a 25 ans aujourd'hui. Jean-Louis Etienne, on connaît toute sa passion pour les pôles. C'est quand même l'un des rares hommes qui a marché vers le pôle, qu'il a atteint. Et donc il était fasciné par un personnage qui s'appelle Fridtjof Nansen, un grand aventurier norvégien, qui a réalisé la première dérive arctique de toute l'histoire de l'humanité, et avec Tara on a réalisé la 2e. Et donc Jean-Louis Etienne, il avait vraiment envie de revivre la même aventure que Fridtjof Nansen, et donc il a convaincu des partenaires, des sponsors de faire construire ce bateau, qui d'ailleurs reprend les mêmes dimensions que le Fram,
le bateau de Fridtjof Nansen, 36 mètres de long, 10 mètres de large, mais avec des matériaux plus récents, l'aluminium, alors que le Fram c'était du chêne et c'était des bordées en chêne assez énormes. Il faisait 800 tonnes le Fram, Tara fait 150 tonnes, ce qui paraît pour nous beaucoup, mais à l'époque 800 tonnes, voilà. Et donc Jean-Louis Etienne a réussi à faire construire ce bateau. Malheureusement, il n'a jamais pu aller au bout de son rêve et faire cette dérive arctique, et on l'a réalisé grâce à ce bateau extraordinaire qu'il a construit avec deux architectes à qui il faut rendre hommage, deux architectes français, Bouvet et Petit, qui ont construit vraiment un navire incroyable, qui est à la fois capable d'être une base polaire, parce que c'est un dériveur, donc on peut le mettre en glace, et on peut dériver avec le pack de glace, parce qu'il a cette coque en forme de noyau d'olive, donc il ne peut pas être broyé comme une canette de coca, disons, sans faire de pub, une canette. Voilà, et en même temps c'est un voilier, c'est un bon voilier, bon bien sûr qui est lourd, il faut un bon angle de vent, il faut être un peu haut portant, là je parle aux marins, voilà, il faut que les conditions soient réunies, un peu plus de 20 nœuds, etc. Mais une fois que ces conditions sont réunies, on a fait beaucoup de milles nautiques dans les 1 an et demi que j'ai déjà vécu à bord à travers ces 4 missions, beaucoup de milles nautiques sous voile, et voilà, c'est vraiment un beau voyageur au long cours. Quand il est bien lancé là, on avale les milles, et tout en ayant une vie à bord qui est celle d'un navire de travail, puisqu'en fait Jean-Louis Etienne a conçu vraiment un navire hybride qui est en même temps un outil maintenant pour faire de la recherche fondamentale scientifique de très haut niveau. Ça, c'est toute la patte qui a été mise par Agnès B. et Étienne Bourgois, les troisièmes propriétaires de ce bateau, donc après Jean-Louis Etienne et Peter Blake, le grand marin de Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, on a les premiers fruits vraiment importants qu'ont permis de réaliser cet outil. C'est toutes ces publications scientifiques sur le plancton qui viennent de sortir la semaine dernière dans le cahier Science. Donc on a eu un cahier spécial, enfin on a eu les scientifiques, mais c'est un travail collectif. Donc on a l'esprit d'équipe sur ce bateau. Et donc on a eu un cahier spécial dans Science où 5 articles qui émane de tout le travail des scientifiques sur les 35 000 échantillons qu'on a pêchés pendant ces 2 expéditions. Alors l'article, on n'a pas encore les résultats, mais celle d'avant, Tara Océan, qui a duré 3 ans, où on est passé en Patagonie, etc. aussi. Et donc on a eu 5 articles, et notamment un qui est vraiment édifiant, où en gros les scientifiques ont découvert 40 millions de nouveaux gènes pour tous les micro-organismes de moins de 3 microns. C'est ce qui représente la majorité de la biodiversité des océans. Les micro-organismes font beaucoup moins de 3 microns en général. Et donc, ils viennent de découvrir une nouvelle branche de l'arbre du vivant. Voilà, donc déjà 5 publications dans un cahier spécial Science pour des scientifiques, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça nous fait très plaisir parce qu'on démontre qu'avec avec beaucoup de bonne volonté, avec des partenariats intelligents public-privé, Agnès B, c'est une mécène, la styliste de mode. C'est un bel exemple de mécénat, en tout cas. Voilà, exactement. On montre qu'avec beaucoup d'envie, de courage, de passion, de compétences, on peut arriver à soulever des montagnes de glace. Alors, on voit souvent des albums avec de très belles photos sur la mer, sur la montagne, sur un tas de... Et bon, on se dit souvent, on en a ajouté un de plus à ce qu'il y avait déjà. Alors là, c'est un peu différent ce que vous faites, parce que on a vraiment un compte rendu détaillé de votre périple. La carte, bien sûr, mais alors après, le livre est, je trouve, très bien composé. On a un journal de bord classique qui décrit bien tout ce qui se passe. On a des portraits tout au long du livre, des portraits de l'ensemble de l'équipe, marins et scientifiques réunis, et puis des focus, des sortes de zoom, terme évidemment photographique, que vous faites sur les endroits où vous vous rendez. Ça vous a paru logique de faire ce genre d'ouvrage ? Ça m'a paru logique. Mon premier ouvrage, c'était plus un livre très photographique, très artistique, parce que, évidemment, de voir le Tara quand je sortais sur la banquise, de voir le Tara comme ça dans la nuit polaire,
pris dans la glace. Bon, pour l'image noir et blanc, pour la photographie noir et blanc, c'est assez merveilleux. Les premières photos que j'ai prises de ce bateau fantôme, presque sur une autre planète, avec forcément l'équipage dès qu'on sortait faire des manips sur la glace scientifique ou autre, les corvées de glace, etc. On était tous flous en plus, forcément, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Donc c'était un territoire photographique très inspirant. Et donc là, et après donc en Antarctique, j'avais continué ce travail en noir et blanc en mer de Weddell avec les grands tabulaires, là, c'était extraordinaire. Et donc là, j'avais vraiment envie, au terme de cette expédition, donc ma 4e aventure, fort de toute cette expérience d'une année et demie d'embarquement déjà à bord, d'une année et demie de ma vie, de vraiment de témoigner de cette ambiance du bord qui est très particulière à bord de ce voilier où il y a énormément de partage, hein. On renoue un peu avec les grandes expéditions naturalistes, hein, du 18e, 19e siècle. C'est vraiment l'esprit qui règne dans ce bateau, où on a à la fois des scientifiques, des artistes, des marins, des cuisiniers, des journalistes, des photographes. Et tout ce monde-là se met bien en harmonie derrière des objectifs scientifiques. Et donc j'avais envie de restituer cette ambiance très particulière qui nous a permis de réaliser ces objectifs scientifiques qui sont en cours de restitution. Et voilà, donc ça se prêtait bien, ce parcours-là, à un récit de voyage vraiment pour le coup, avec des portraits, avec effectivement un fil rouge, journal de bord, mais en même temps des carnets de bord écrits en situation, des photographies évidemment, et aussi des petites vidéos parce que grâce au petit flashcode là qu'on a, on peut lire avec un iPad ou un smartphone des 80, des 160 vidéos que j'ai faites à bord en 2 mois. C'était un travail assez considérable. Je faisais 4 vidéos fraîches par jour pour le site internet, entre autres, en dehors des photos, des textes. Donc voilà, c'est une invitation au voyage et surtout la découverte de l'ambiance et de la vie d'une expédition scientifique moderne, in situ, je dirais quasiment, quoi. Il y a un bel exemple de ce que vous dites, c'est le passage du Nord-Ouest où là, on se dit, on vit à la fois l'inquiétude et puis rien n'est certain. Enfin, ils ne sont pas certains d'arriver au bout. C'est tout le sel de l'expédition, c'est tout le sel de la navigation, de l'aventure, c'est ce qu'on aime. C'est la liberté. La liberté, c'est plein d'imprévus, d'impondérables. On essaye, les marins, d'anticiper toujours le maximum, de ranger bien les bouts parce que le nœud qui va rester là, dans 2 heures, il va être fatal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le passage du Nord-Ouest, là, ce qui était difficile, évidemment, c'est que c'était la glace parce que cet été-là, donc début d'automne en 2013, il y avait pas mal de glace parce que l'hiver avait été très froid avant. Alors qu'en 2012, on avait un record de fonte de la banquise estivale. Eh bien là, il y avait beaucoup de glace. Et donc, avec Tara, qui n'est pas un brise-glace, c'était pas évident dans certains endroits de se frayer un passage. Heureusement, on a maintenant des outils, des cartes de glace, etc. Et puis, on avait quand même tout ce timing, ces impératifs scientifiques de réalisation de tous les prélèvements du plancton pour finir cet inventaire mondial de pêche du plancton, hein, l'océan glaciaire arctique. C'était le seul océan qui nous manquait à sampler, comme disent les scientifiques, donc à échantillonner. Et voilà, donc on avait vraiment ces timings-là, et on voyait que le passage à niveau du nord-ouest était en train de se refermer avec la glace qui arrivait, et il fallait vite passer sous la barrière, et sans se faire trop arracher les cheveux et le cuir. Donc voilà, c'était ça que j'ai essayé de restituer dans le livre, cette course contre la montre pour en même temps réaliser de la science, mais pas se faire piéger. Là, pour le coup, que le bateau se retrouve pas dans les glaces, c'était pas le but là. Dernier aspect, il y a quelques données sur l'environnement et notamment sur l'ours blanc. Et vous avez un moment là de grande tendresse pour cet animal qui est très menacé quand même. Oui, de tendresse, d'admiration profonde parce que ces animaux-là sont quand même des exemples d'adaptation à des milieux hostiles extraordinaires, uniques. Voilà, ça m'impressionne toujours de voir finalement l'intelligence des animaux dans leur environnement. Je pense que ils ont un petit peu ça dans leur code génétique, puisqu'on parlait de génétique tout à l'heure. Nous, on l'a aussi, mais on l'oublie souvent. Mais par contre, on impacte ces merveilles de la nature et de l'adaptation par nos activités. Et voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour un animal qui
qui a une telle capacité d'adaptation, qui est menacé par une fonte de la banquise, quelles qu'en soient les raisons. Et j'aimerais bien, à travers la fascination qu'exerce sur moi ce genre d'animaux et la beauté de la nature, transmettre un petit peu un message sur ce que nous, on a en nous pour réaliser le meilleur. Voilà. Alors le thème de cette rencontre, c'est des aventuriers, des mers pour la planète. Alors comment est-ce que vous réagissez à ce genre de problème, tous les trois, à ce genre de questions? Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait encore des gens qui prennent des risques en mer? Alors qui scientifique, qui plus personnel, mais... On prend moins de risques en mer qu'à terre, hein. C'est pas ce que t'en penses? Ah. Prendre des risques, oui, forcément, quand on est là, on a l'impression que la mer, c'est quelque chose qui est méchant, qui va vous faire du mal. Mais bon, c'est la nature. Alors qu'un homme, moi j'ai toujours plus peur des hommes, à la limite, d'aller dans un endroit où un homme, on n'est jamais sûr de ce qu'il a en tête. On ne sait pas s'il va pas vous sortir un couteau alors que la mer, il y a une tempête, elle est là et puis elle n'a pas choisi de vous tomber dessus exprès pour vous faire du mal. Ouais, moi je partage ça exactement. J'ai vu la mer en furie comme vous, notamment devant le détroit de Magellan. Là on a eu vraiment une grosse tempête, 81 nœuds, c'était énorme. Voilà, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la mer. Ça fait partie de notre vie aussi. On aime ça, on s'adapte. Mais je dirais qu'il y a quand même une certaine lisibilité dans tout ça. Bon, en dehors des cartes marines qui vous annoncent les dépressions, etc., c'est quand même un outil extraordinaire dont on dispose aujourd'hui pour la navigation. Mais la nature, elle triche pas trop. Et effectivement, les humains peuvent tricher, quoi. Et c'est ça qu'on aime en mer, je pense, tous. C'est que là, les masques tombent et puis... on sait très bien quand un équipier va pas bien, quand on voit très bien quand quelqu'un est pas réglo, et voilà, c'est une chance la mer pour l'être humain en fait aujourd'hui, parce que c'est un espace de liberté, c'est un espace de rencontre, c'est un espace d'enrichissement, mais c'est aussi une chance pour apprendre à vivre mieux ensemble en fait, je pense. Là, je suis convaincu de cette chose, c'est que vous partez avec quelqu'un à bord d'un voilier, si vous faites la traversée et que tout se passe bien, c'est une personne avec qui vous entendrez toujours. Parce que ça peut aller très vite, justement. Quand on est à terre, il n'y a pas ce côté où on est vraiment obligé de... C'est comme un puzzle. En mer, on est obligé d'emboîter les pièces. Alors qu'ici, on peut très bien se tenir un petit peu à distance, cacher un petit peu son jeu, pas forcément volontairement, mais... Et la mer, ça révèle bien les caractères des personnes. Oui, il n'est pas question de descendre en route. Si vraiment c'est un mauvais équipier. J'aurais bien aimé à un moment donné descendre en route. Alors précisément, vous, comment qui étiez pas destiné... Ça va porter à confusion. C'est pas parce qu'on s'entendait pas, hein. Non, c'était à cause du mauvais temps. Parce que comme j'étais partie avec aucune expérience et qu'il m'a fait descendre direct l'Atlantique pour passer le Cap de Bonne-Espérance et qu'on a eu une grosse tempête, là forcément j'ai eu la frayeur de ma vie et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Et moi je lui dis on remonte à l'île de la Réunion, je prends l'avion, je rentre en France, c'est terminé pour moi. Puis en fait, on pouvait pas parce que c'était la saison cyclonique à l'île de la Réunion, donc obligé de continuer la route jusqu'à l'île Saint-Paul. Et puis là, c'était tellement merveilleux. Piégé. Non, mais là, c'était tellement merveilleux que j'ai oublié les mauvais moments et que je me suis rendu compte que finalement, non, mais la mer, c'est bien finalement. Il y a un moment, ça a été dur pendant une période, et il y a un moment, elle m'a dit, maintenant ça ira. Et puis il y aura toujours les couchers de soleil pour m'aider. Est-ce que, comme on le disait tout à l'heure, pour vous, c'est moins dangereux la mer que la terre? C'est dangereux partout. C'est dangereux aussi de vivre à terre, puisque des accidents de voiture, par exemple, il y en a tous les jours. C'est pas plus dangereux de prendre la mer, non, je crois pas. Disons que peut-être ce qu'on peut dire, c'est que tout est dangereux, voilà, je pense que c'est ça, mais simplement, en mer, on maîtrise un peu son destin, d'une certaine manière, quand on est seul dans l'océan. Voilà, on a quand même une petite prise sur au moins ce qui se passe à bord, alors qu'ici, on peut traverser, se faire renverser. Voilà, je pense que c'est ça, effectivement. Et c'est... Voilà, je pense que les gens de mer, c'est des gens qui aiment bien les choses un peu carrées, quoi.
un peu, voilà, et il retrouve dans ce rapport à la mer, où on sent qu'on est tout petit, on n'est que des petits êtres humains, mais on est quand même des êtres humains. Il y a une lecture, une lisibilité qui est assez bonne. C'est pour ça que les Bretons aiment bien ça quand même, parce qu'on aime bien les choses un peu carrées, quoi. Voilà. Comme le nom du salon qu'il y a dans les bateaux. Eh bien, il est venu le temps des questions et donc des précisions que vous pourriez avoir à demander à nos auteurs, voyageurs, navigateurs. Je m'interroge toujours sur le fait, quand vous dites qu'il y a un endroit paradisiaque où il n'y a personne qui passe. Et en fait, le fait après d'en parler, évidemment, ça amène la route, l'ouverture, mais que ce soit chez les papous ou machin. Chaque fois, on nous dit, bon, c'est un lieu où personne n'est venu, mais du coup, il y a la télé, il y a tout. Donc, c'est une ambivalence, en fait, parce qu'on parle d'un endroit merveilleux, mais en même temps, on le rend accessible. Enfin, voilà. Bon, alors, nous, dans notre cas, on a choisi de... L'île Saint-Paul, on en a parlé, parce que c'est un endroit qui est à l'écart, il faut faire des efforts pour y aller. Et on s'est dit, si quelqu'un fait autant d'efforts pour aller jusqu'à ce lieu, il mérite ce lieu. Voilà. Par contre, il y a un endroit dans les Tuamotu, ça fait partie d'un chapitre du livre, c'est un atoll des Tuamotu, et on lui a donné un faux nom, mais on le dit. On le dit parce que là, c'est un trésor que chacun a qu'à faire l'effort de chercher. Alors, on décrit les choses qui existent sur place, mais après, c'est à chacun de chercher son paradis. Et donc, on n'a pas donné le nom de cet endroit. Parce qu'on pense que le paradis... Pardon. Parce qu'on pense que, en fait, le paradis, on peut le créer, en quelque sorte, un peu partout, si on veut. C'est à chacun de le trouver. Oui, c'est sûr, c'est personnel, quoi. De toute façon, comme il disait tout à l'heure, on ne va pas aller contre la marche du monde. On est des voyageurs, on a la chance de raconter, de transmettre. Je pense qu'à travers ça, on transmet du rêve, peut-être des petits messages. Mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde est connecté partout. Tout le monde voit les images partout. On n'empêchera pas peut-être des gens d'y aller et puis peut-être certains d'entre eux d'en partir. Il faut vivre avec son temps. Donc il faut trouver dans ce temps-là, avec ces données-là de vie d'aujourd'hui, comment faire en sorte d'avancer par un partage, à mon avis, qui est vertueux, en fait. Et je pense que c'est vraiment le temps du partage, l'histoire de l'humanité maintenant, de la conscience et du partage. Et donc si l'enrichissement, l'échange, la rencontre est vertueuse, c'est bien. Si c'est effectivement encore que, au final, sur l'autel du business et du dollar et du fric, une manière de plus de faire de l'argent, c'est encore une rencontre ratée. Voilà. Je pense qu'on a vraiment un gros souci avec l'outil argent qui n'était qu'un outil au début et qui est devenu une raison d'être. Voilà. Pour prolonger la question de la dame, on voit bien que, notamment chez vous, le souci de ne pas donner trop d'indices par moment est très présent. Mais malgré tout, est-ce qu'en tant qu'aventurier, vous ne tracez pas des routes que d'autres, à la recherche du sensationnel, de l'inédit, de l'inconnu, ne transformeront pas en poubelle. Disons en aventure touristique? Oh non, je pense pas. C'est des lieux où le tourisme, il faut certaines conditions pour pouvoir rendre un lieu vraiment touristique. Non, mais on a aussi l'exemple de, par exemple, on raconte ce qu'on a vécu à l'île de Pâques, qui est une île accessible pour tout le monde. Il y a un aéroport, tout le monde peut y aller. Ça ne nous a pas empêché d'y découvrir également des belles choses. Et le truc qu'on essaye de faire passer, c'est de voyager pas simplement en ouvrant ses yeux, mais comme dirait alors c'est le renard au Petit Prince, on voit bien qu'avec son cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on voulait sur le chapitre Île de Pâques, montrer que un lieu où apparemment il y a un aéroport, n'importe qui peut venir, et on essayait de prouver qu'avec sa petite tente sur le dos, en passant quelques jours à marcher un peu sur l'île, eh ben on avait l'impression d'être seul sur cette île, alors que des avions s'y posaient presque tous les jours.
Moi, j'ai envie de dire, arrêtons de culpabiliser avec tout ça, parce que peut-être qu'il y a des gens dans ces endroits qui, eux, ont envie du tourisme pour survivre. Je pense aux Inuits, par exemple, en ce moment au Groenland, qui sont confrontés à des grands problèmes avec le changement climatique, eux qui ont été colonisés, déplacés, dont on a fait un peu ce qu'on voulait finalement, comme les Indiens qu'on a placés, les Indiens d'Amérique du Nord qu'on a placés dans des réserves. Donc voilà, ce qui compte, c'est que des personnes qui voyagent balisent bien le terrain avec leur cœur. Voilà. Après, de toute façon, on est dans une époque où le voyage est dans l'esprit de tous, est un besoin pour quitter un quotidien pas toujours simple. Et encore ici, on est loin d'être les plus mal lotis. Plus on voyage, plus on s'en rend compte. Mais voilà, je pense que c'est ça. On est dans le village mondial, on est interconnecté, on peut aller à peu près partout aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui accueillent ce tourisme ou qui le créent avec des règles, et que ceux qui viennent aient le sens du respect naturel qu'on a tous. Quand on va à un pays étranger, ben, on va essayer un petit peu de respecter ce qui se passe et de s'informer un peu et peut-être de s'habiller d'une certaine manière ou de ne pas dire certains mots. Ça fait partie du... Voilà, et surtout d'être propre. Voilà, si des gens ont commencé tous par ça, je pense que c'est quand même des règles assez simples. Mais arrêtons de culpabiliser sur l'environnement, sur le tourisme. Essayons de faire avec cet élan qu'on peut voir très positif, qui est d'aller vers les autres. Ça, c'est positif. Une autre question, monsieur? Bonjour, c'est moi une question qu'une répartie. J'ai fait le même voyage que vous, à la même période, mais en m'arrêtant dans les endroits où il y avait de la lumière et avec les alizés. Donc c'est très intéressant. Mais c'est par rapport à la peur. Je crois qu'il y a une chose dans la navigation, c'est qu'on est tout seul. C'est-à-dire que la différence, c'est que quand on a un pépin dans une tempête au milieu du Pacifique, et en particulier c'est la chute à l'eau, hein, personne ne peut vous aider. Alors que sur Terre, on peut toujours appeler un numéro de téléphone et avoir de l'aide. Et je crois que c'est quand même un élément de stress quand même, qui n'est pas à négliger. Finalement, la peur, c'est peut-être quand on est dans le confort. Ouais, sur la peur, je pourrais quand même rajouter que forcément, il y a des moments où... Forcément, il y a des moments où il y a des nuits ou des moments de mauvais temps où le bateau file pendant la nuit et il y a la grosse houle qui pousse derrière. Il y a des moments de stress, de peur. Mais c'est quelque chose qu'on est, comme vous disiez, on est tout seul. Personne ne peut être là à votre place. Donc il faut réussir à le gérer et dominer. Mais en fait, la peur est là, mais on essaye de la maintenir, qu'elle ne nous envahit pas entièrement. Et au final, c'est quelque chose de positif à connaître pour sa vie autre. Oui, voilà, je pense que la mer, elle nous apporte aussi une découverte de nous-mêmes. On se met en situation d'aventure. Et ça, c'est aussi une chose, je ne sais pas si vous en retirez ça aussi. Moi, dans les expéditions polaires, par exemple, notamment la dérive arctique là, avec Samuel, etc., c'est vrai qu'on revient de là-bas et on a découvert des potentialités qu'on a en soi qu'on ignorait, en fait, dont on ne se sert pas ici, dans cette vie-là. Et voilà, et la mer, c'est un très bel outil pour ça. Alors, c'est l'un des outils. Après, il y a la montagne, il y a la randonnée, il y a... L'aventure est au bout de la rue en fait. Voilà, donc il suffit de se servir un peu de la nature pour retrouver des repères et si on n'en a plus assez, et elle se charge vite de vous en redonner. En mer, on se rend vite compte qu'il faut absolument savoir être autonome, ce qui n'est pas le cas ici justement, parce que ici, moi quand je reviens à terre, j'ai eu l'impression qu'on est trop assisté justement. Et du coup, il y a peut-être même des gens qui prennent la mer en pensant que s'il y a un problème, clac, je déclenche la balise et on va venir me chercher. Non, c'est pas ça. Donc il faut vraiment savoir qu'en mer, on est seul, effectivement. Il faut savoir se débrouiller tout seul. On est vraiment autonome. Mais c'est pas un mal, comme ça, on apprend à se découvrir et savoir se prendre en main. Merci. On est utile pour la planète, vous aussi, parce que peut-être s'il y a des choses qui sont passées là, il faut parler, il faut échanger, et il ne faut pas se résigner. S'il y a des choses aujourd'hui, je pense, dans notre pays qu'on ne peut plus accepter, avec tout ce qui s'est passé en début d'année, etc. Et on est tous maîtres de notre destin. Donc soit on dit « je m'en fous », soit on essaie de faire un petit quelque chose. Au moins, on n'aura pas de regrets. Que ce soit par le rêve, moi j'ai choisi un moyen quand même assez sympa.
Donc après, c'est chacun. Moi, j'ai la chance d'aimer la photo, les voyages. Voilà, mais soyons acteurs de notre vie. Un dernier point quand même, Vincent. La fonte de la banquise, c'est quand même un sujet de préoccupation. Et c'est lié à la fréquentation et à un certain nombre disons, de pratiques peu vertueuses quand même. Bah, la fonte de la banquise, c'est pas trop les fréquentations, les croisières, etc. qui font fondre la glace. C'est vraiment la température. Hein. Là, on a apparemment un gros souci quand même avec ça. Hein. Pour vous donner des repères, depuis qu'on a vraiment des bonnes cartes satellites depuis 1979-80, en gros, la banquise en était dans les records, puisque c'est pas linéaire, hein, la fonte de la banquise, c'est par palier apparemment. Mais on a perdu à peu près 8 fois la taille de la France. Voilà, depuis 1979-80, 4 millions de kilomètres carrés. La France, c'est 500 000 kilomètres carrés. Voilà, donc cet été, je pense qu'on va franchir un nouveau palier, en fait, avec une fonte, un nouveau record de fonte de la banquise en été. On voit les courbes déjà. Il y a un site qui est très intéressant, si ça vous intéresse, qui s'appelle Charctic, donc CHARCTIC. On va sur Internet et on voit toutes les courbes en fait d'englacement et de débâcle, donc les débâcles en Arctique, en Antarctique. Et on voit déjà que la courbe de 2015, on sait qu'en février, on a battu un record de fonte, déjà par rapport à février 2012, qui était la référence. Et on est en dessous de la courbe de 2012, qui était le précédent record de fonte de la banquise. Donc on va certainement passer en dessous des 3 millions de kilomètres carrés. Je pense que d'après ce que disent les scientifiques, on est en train de franchir un point de non-retour pour cette banquise de mer. Puisque chaque fois que la banquise fond plus, en fait, elle perd à la fois en surface et en épaisseur, donc en volume. On a déjà perdu 70% du volume depuis 1979, c'est énorme. Et donc le problème, c'est qu'à chaque morsure nouvelle de la chaleur dans la glace, des glaces pluriannuelles qui existaient depuis très longtemps disparaissent. Et donc l'hiver d'après, bien sûr, il y aura à nouveau la nuit polaire, il fera encore froid, donc de la banquise de mer se refera naturellement, hein, à partir de moins 1,8 degrés Celsius, c'est à cette température-là que l'eau salée gèle. Et la banquise reviendra, mais elle sera plus jamais aussi dure et consistante qu'elle a pu être par le passé. Donc ça veut dire que notre frigo à nous, puisque l'hémisphère nord, notre frigo, il est plutôt là-haut, même si les courants font le grand chauffage central de toute la température dans le monde, mais notre frigo à nous, là-haut, la porte est bien ouverte, comme disent les scientifiques, de manière imagée, et voilà, ça pose peut-être ou pas de gros problèmes. Je ne suis pas capable de le dire. Je suis qu'un être humain, un modeste observateur. Mais il se passe quelque chose là-haut, ça c'est sûr. Et pour vous donner une idée, j'en parle dans mon livre. Là, quand on a fait une escale à Ilulissat sur la côte ouest du Groenland, eh bien dans la baie d'Ilulissat, dans les années 80, il y avait de la banquise de mer pendant 10 mois sur 12. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 mois sur 12 dans l'année. Voilà. Donc ça veut dire que c'est, par exemple pour les Inuits, moi c'est un travail dans lequel je me lance, photographique et documentaire là. Ça veut dire que leur vie, ils étaient plutôt trop chasseurs, ils vont plus l'être du tout, parce que c'est un territoire de chasse qui disparaît. Ils ont essayé d'être pêcheurs massivement pour se sauver un peu économiquement, mais ils ont déjà un petit peu trop ponctionné la ressource. Et voilà, et donc forcément maintenant, le seul moyen qu'ont les Inuits de vivre indépendants sur leur terre, le Groenland, dans laquelle ils sont arrivés en traversant à pied le détroit de Bering il y a 25 000 ans. Le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui, c'est de passer des deals avec les compagnies pétrolières pour avoir les moyens de mener une politique. Voilà. Donc c'est des situations assez complexes qui sont en train de se nouer en Arctique et voilà, donc il faut suivre ça attentivement, je pense. C'est pas loin d'ici, le pôle Nord, hein, c'est à 3500 km. Salve d'applaudissements. Le monsieur. Alors, vous êtes parti depuis longtemps et je voudrais savoir, c'est quand que vous revenez? On est là. Mais que le bateau revienne en Europe ou en France. Mais on était parti Quand j'ai proposé à Corinne de venir jusqu'en Polynésie, c'était en 1999. Et on avait... Comme les précédents voyages, c'était des voyages sans escale. Je pensais faire le tour du monde en 2 ans parce que j'avais peur de m'ennuyer justement aux escales. Donc c'était en 1999, donc on pensait revenir en 2001. Avec le bateau, je voulais dire. Hein.
Le bateau, il est que au Chili et l'année prochaine, on risque de repartir en Polynésie française, donc c'est pas pour tout de suite le retour avec le bateau, je veux dire. Bien, eh bien, il ne reste plus qu'à remercier nos invités et à vous rappeler leurs ouvrages. Donc, Voyage autour du pôle à bord de Tara par Vincent Hilaire, qui est publié chez Hachette, et Elle rêve avec moi d'Alain Calita et Corinne Villetrouvé chez Magellan, éditeur qui était l'année dernière l'invité de la Comédie du Livre. Vous pouvez retrouver nos auteurs et poursuivre, le cas échéant, la conversation au stand de la librairie des 5 continents, bien entendu. Merci.